Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour aborder le déterminisme et cette fois-ci à travers la vision des sciences, donc les sciences sociales et les sciences dites plus exactes. Donc je vous laisse aller voir ma première vidéo d'introduction et qui aborde aussi le sujet du déterminisme selon la philosophie, je vous mettrai tout dans une playlist et c'est parti. Alors déjà, l'avantage de pas mal de sciences sociales, c'est qu'elles abordent le sujet du déterminisme de manière très holistique et pas individualiste, puisque c'est le problème, c'est qu'on a tendance à trop penser de manière individualiste. Et aussi un autre avantage des sciences sociales, c'est que parfois il y a une forme de pluridisciplinarité. On peut mélanger l'histoire avec la sociologie, avec la psychologie ou d'autres sciences. Et parfois au sein d'une même discipline, il y a des désaccords. Par exemple, dans la communauté des historiens, il y a certains historiens qui considèrent qu'il y a des événements dans l'histoire qui sont plus importants que d'autres, et d'autres historiens qui ont une approche un peu plus déterministe, si je puis dire, puisqu'ils considèrent que tous les événements ont la même valeur, puisqu'il y a une forme d'effet papillon, chaque événement va impacter le suivant, et donc on ne peut pas considérer qu'un événement a plus marqué l'histoire que d'autres. Mais bon, je pense que c'est juste une question de définition, dans le sens qu'est-ce qu'un événement marquant? C'est quelque chose d'assez subjectif. À partir du XXe siècle, la vision individu-histoire se complexifie puisqu'il y a deux concepts qui peuvent paraître antagonistes qui apparaissent, c'est l'individualisme et la société de masse. Dans la société moderne, par exemple, il y a une forme d'hédonisme insidieux qui se ferait un chemin dans nos esprits et qui crée des désirs chez nous et nous rend de plus en plus dépendants des technologies. Pourtant, c'est un siècle où on a de plus en plus l'impression d'avoir le pouvoir sur notre propre vie, mais en réalité, nous pensons uniquement à nos désirs personnels et nous ne nous préoccupons presque plus du destin collectif et du destin de la société. L'humain devient donc esclave de la société qui l'a créé et qui désormais le crée, mais en ce XXIe siècle, avec les crises notamment environnementales et parfois économiques, il y a une forme de responsabilité collective qui renaît. Alors maintenant que nous avons abordé quelques réflexions, on va dire, du déterminisme selon les sciences sociales, on va passer au déterminisme selon les sciences plus exactes, et plus particulièrement l'épigénétique, puisque c'est un concept que je trouve vraiment incroyable et je pense qu'il faudrait plus en parler. Donc déjà, forcément, dans le déterminisme, il y a le côté génétique qui rentre en compte, votre personnalité, enfin ce qu'on appelle la personnalité. Il y a une grande partie de gènes et ce que vous héritez de vos parents, un côté héréditaire. Sauf que cette expression des gènes peut différer avec l'environnement et est réversible d'ailleurs. Donc c'est l'expression des gènes, ce n'est pas une mutation de l'ADN, et l'expression des gènes est influencée par l'environnement. Par exemple, si vous avez deux jumeaux, des vrais jumeaux, eh bien leur environnement va modifier l'expression de leurs gènes, ce qui fait qu'au bout d'un moment dans leur vie, ils ne seront plus exactement les mêmes, même d'un point de vue corporel. Et ce qui est incroyable avec l'épigénétique, c'est qu'elle est transmissible de génération en génération. C'est-à-dire que par exemple, si une personne a vécu un épisode vraiment traumatisant dans sa vie, par exemple de se faire violer, eh bien elle peut transmettre cette épigénétique à son enfant, et c'est peut-être aussi pour ça que certaines peurs se transmettent, au-delà du côté culturel et du côté éducatif, eh bien il peut y avoir un côté épigénétique. Et donc le stress, l'alimentation sont autant de facteurs qui jouent sur cette épigénétique, donc n'oubliez pas de bien vous alimenter, essayez d'avoir un mode de vie sain, etc. Et concrètement, comment ça se passe grossièrement? Ce sont des composants moléculaires qui vont amener des groupements chimiques sur cet ADN et ce qui va modifier sa structure 3D. Et la structure 3D va faire si un gène s'exprime ou qu'un gène ne s'exprime pas. Donc les gènes sont toujours là dans tous les cas, mais justement cette composition 3D dans l'espace va modifier l'expression des gènes. Donc vous me direz comment on a su que cette épigénétique était héréditaire. On a fait des tests sur les rats, enfin ce n'est pas moi mais les chercheurs ont fait des tests sur les rats et ils ont associé une odeur à un stimulus négatif. Et la génération d'après a instinctivement évité cette odeur. Donc des traumatismes, des maltraitances peuvent vraiment impacter même les générations d'après sans que ce soit forcément par l'éducation ou des frustrations et des peurs qui soient, on va dire, projetées sur les enfants. Là c'est vraiment d'un point de vue génétique ou plutôt épigénétique. Alors maintenant on va parler d'une expérience qui est fondamentale lorsqu'on veut parler du libre arbitre ou de la prise de décision, qui est l'expérience de Libet. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors l'expérience de Libet, concrètement, comment ça se passe? Il y a un individu qui est placé dans un fauteuil avec plein de capteurs sur lui et on va lui demander de bouger le doigt lorsqu'il le souhaite, vraiment n'importe quand, et il y a des trotteuses qui sont devant lui.
Alors quels sont les résultats de cette expérience? Vous me direz, déjà la décision de bouger venait environ 200 millisecondes avant la réaction, le fait de bouger le doigt. Donc jusque là rien d'anormal puisqu'il faut un certain temps avant que ça vienne jusqu'au muscle. Mais quelque chose d'un peu plus étrange, c'est que le potentiel de préparation motrice, c'est-à-dire le fait que le muscle se prépare à bouger et qu'il y ait une préparation justement du mouvement, arrivait 600 millisecondes avant le mouvement. Donc c'était antérieur à la décision consciente de bouger. Donc l'activité cérébrale qui prépare le mouvement agissait avant l'activité cérébrale de décision. Et ça c'est quand même fou, on se dit mais c'est quoi cette histoire? Ensuite ils ont réitéré l'expérience avec un choix en plus, est-ce que vous voulez bouger le doigt gauche ou le doigt droit? Et même résultat, la décision était après la zone cérébrale qui préparait le mouvement, donc c'était un peu étrange. Mais ils ont remarqué quelque chose d'encore plus étrange, c'est que d'après des IRM, ils arrivaient à prédire à peu près quelle main allait être bougée avant même la décision. Bon par contre, on va dire la fiabilité n'était pas au rendez-vous puisque c'était une prédiction vraie à 60%, ce qui n'est clairement pas fou, mais c'est quand même supérieur au hasard. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine de la série qui s'appelle Le déterminisme et la liberté, une fausse opposition. Cette fois, elle sera un peu plus basée sur mes réflexions plutôt que sur le fait de raconter des expériences ou des philosophes. Donc j'espère que ça vous plaira et à bientôt.